Alors, pour mener à bien toutes ces missions, le Scrum Master, on l'a déjà vu, il ne va pas pratiquer un style de management directif, il ne va pas donner des ordres, il ne va pas imposer des solutions. Je crois avoir été suffisamment clair sur ces éléments-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait du coaching. C'est ce qui définit d'ailleurs, c'est la première qualité d'un bon manager chez Google. Il ne fait pas du micromanagement, c'est un coach et c'est un bon coach. Alors, il y a une vraie différence entre faire du coaching, faire du mentoring et faire du management. Un manager, il est chargé d'encadrer hiérarchiquement une équipe, c'est-à-dire des individus. Il transmet du savoir-faire et du savoir-être. Et pour ça, il s'appuie sur un lien de subordination. Tu es mon subordonné, tu m'obéis, je donne des ordres, tu t'exécutes, point, barre. Il n'y a pas à contester. Je représente une autorité, tu obéis, un point c'est tout. C'est ce que doit faire un manager. Un mentor, il n'a pas forcément de lien hiérarchique avec la personne, mais il dispose d'une expertise reconnue. C'est un sachant, c'est lui qui détient les solutions des problèmes. C'est quelqu'un qui doit apporter son expertise pour solutionner les problèmes. C'est différent d'un manager. Il ne s'appuie pas sur de la pression hiérarchique, il donne des conseils, vous les suivez, vous les suivez pas. Un mentor, en fait, c'est un consultant. Un coach, il n'a pas de lien hiérarchique. Il n'est pas le supérieur hiérarchique des gens. Et c'est pas non plus forcément un expert dans le domaine des personnes qu'il coach. Par contre, c'est un expert dans le coaching. C'est un expert dans le management moderne, dans le sens où il n'est pas directif, mais participatif. Le coach, il considère que ce sont les gens qu'il coach qui détiennent les meilleures solutions en équipe. Son boulot, c'est de les aider à trouver les solutions. C'est de les aider à se faire confiance à eux-mêmes. C'est de les aider à faire en sorte qu'ils puissent mettre en œuvre ces solutions, à aller lever les obstacles qui les empêcheraient de mettre en œuvre ces solutions. S'il y a par exemple voilà, une entreprise ou une organisation dans laquelle on est en pleine transition agile, on est encore dans du command and control et pas tout à fait dans de l'agilité, eh bien il y a un certain nombre de managers qui vont vouloir que les choses continuent à se passer selon leurs désirs, qui vont vouloir superviser, contrôler, aller inspecter, suivre, tracer les choses. Ils vont faire le boulot qu'ils ont toujours fait. Mais sauf que il faut faire cette transition. Et cette transition, eh bien, c'est le métier du Scrum Master de l'amener. Et il doit aider l'équipe dans un travail de coaching. Et il devra également aider ses managers dans un travail de coaching. Là, ce ne sera plus un coaching d'équipe, mais un coaching individuel. Alors, les différences entre les managers et les coachs, hein, c'est que le manager, il impose par autorité, il s'appuie sur de la pression hiérarchique, c'est un sujet qu'on a déjà vu, alors qu'un coach, il provoque une prise de conscience. Concrètement, c'est comme ça qu'un coach agit, en faisant de la prise de conscience. Et c'est le groupe, c'est-à-dire l'équipe, qui va agir sur lui-même pour procéder à la transformation par l'effet de la pression sociale. Alors on l'a vu, la pression sociale est plus forte que la pression hiérarchique. Le stress est plus faible parce que c'est une pression qui n'est pas conscientisée. Elle reste inconsciente. Ça provoque moins de stress, on peut faire plus de changements dans un laps de temps plus court. Le changement est plus rapide, il est plus durable, il n'y a pas d'effort à faire en change management, ou très peu. L'effort à faire en change management, il porte sur le coaching, sur le Scrum Master, c'est lui qui fait les efforts. Mais l'effort, il ne porte pas sur toute l'équipe, uniquement sur le coach, le Scrum Master. Alors, un coach, très souvent, on dit oui, un Scrum Master, c'est bien au début d'un projet, tant que l'équipe n'est pas agile, puis une fois qu'elle est agile, on se demande à quoi sert le Scrum Master. Alors ça, c'est une question un peu rhétorique, un peu basique même. Posez-vous la question. Est-ce que des équipes de football qui disputent des championnats internationaux, c'est uniquement des professionnels, c'est des stars. Ils n'ont plus besoin de coach. Eh bien, c'est ces équipes-là qui en ont le plus. Alors, posez-vous la question, pourquoi? C'est à ce moment-là qu'on en a besoin le plus du coach. Alors le Scrum Master, il est utile
du début à la fin, et plus l'équipe elle grandit en maturité, plus il est utile. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en tant que coach? Quelles sont les qualités du coach? Il y a un très bon billet d'Irene Doshi qui a été publié sur scrum.org qui donne les 5 grandes caractéristiques du coach, et puis j'en ajouterai une sixième que je mettrai même en priorité: travailler en équipe. Quand on fait du coaching, le mieux, c'est de travailler en équipe. Il faut faire preuve d'empathie, c'est-à-dire il faut prendre le temps de se connecter avec les gens, de gagner leur confiance, de gagner leur respect. Le respect, ça ne s'exige pas avec des titres, c'est pas parce qu'il y a marqué Scrum Master qu'on se fait respecter. Soyez positif, gardez l'esprit ouvert, croyez que tout le monde fait au mieux et vous gagnerez du respect, vous gagnerez de la confiance. Faites preuve d'empathie, faites preuve d'humilité, soyez au service des équipes pour faire une différence positive, mesurable dans leur vie professionnelle. Faites pas des jugements, comparez pas les gens les uns avec les autres, utilisez des preuves, des données, des faits pour aider l'équipe dans ses décisions. Faites preuve de compassion, soyez gentil, terre à terre, pratiquez la tolérance. Si vous êtes tolérant avec les autres, vous êtes tolérant avec vous-même. Si vous êtes intolérant avec les autres, vous êtes intolérant avec vous-même. Ça, c'est vraiment un grand classique du coaching. On reconnaît que les défauts des autres sont très souvent des défauts qu'on a soi-même. Donc, ayez confiance en vous, croyez en vos capacités, et vous aurez confiance aux autres, vous croirez en leurs capacités de la même manière. C'est un peu de l'ordre de la méthode Coué, de la magie. Vraiment, ça fonctionne. Mettez-le en œuvre. Soyez honnête, soyez authentique, soyez réel. Cherchez pas à copier ou à imiter quelqu'un. C'est facile ça à faire, mais c'est pas vous. Soyez vous-même. Utilisez votre imagination, votre créativité. Apportez quelque chose de nouveau, d'utile à la communauté. Recopiez pas des choses déjà faites. C'est bien au début de s'inspirer de choses existantes. Je vous donnerai en fin de formation d'ailleurs des techniques, des méthodes qui vous aideront à démarrer. Mais créez les vôtres. Soyez vous-même. Et dernier point, pardonnez. Tout le monde commet des erreurs. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, la première personne à qui il faut savoir pardonner, c'est vous-même. Pardonnez-vous vos erreurs. Si vous avez fait une erreur, c'est que vous avez essayé quelque chose d'ambitieux. Sinon, vous n'auriez pas fait d'erreur. Donc, si quelqu'un fait une erreur, c'est qu'il a essayé quelque chose d'ambitieux. Faites la paix avec vous-même. Apprenez l'art du pardon et persévérez. Recommencez. Pratiquez la collaboration plutôt que la concurrence. La collaboration avec vous-même plutôt que la concurrence avec vous-même, puis la collaboration avec tout le monde. Pratiquez un management participatif. Voilà, ça c'est vraiment les meilleurs conseils qu'on peut donner en termes de coaching. Après, il y a plein de bouquins sur le coaching, il y a de très bons ouvrages de Dilts. Lisez-les si le sujet vous intéresse, mais si vous voulez vraiment commencer en tant que coach, en tant que Scrum Master, en tant que coach, mettez en pratique ces 6 grands principes. C'est la base. Il y a quelques orientations quand on parle de coaching à suivre, c'est-à-dire les voies principales d'amélioration qu'on peut mettre en œuvre sur une équipe qui débute, voire même qui a déjà quelques années d'expérience avec l'agilité. C'est la première règle, c'est de travailler en équipe plutôt que de travailler individuellement. La cohésion, c'est ce qui va mener au stade de performing. C'est à partir du moment où il y a de la cohésion d'équipe, où on travaille en équipe, où on a l'habitude vraiment d'œuvrer en équipe, de raisonner, de solutionner des problèmes en équipe, c'est ça qui va amener une équipe à performer. Adopter des processus ou des comportements plus efficients. Chercher quelles sont les choses qu'on peut améliorer ensemble. Cherchez des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes. Documentez-vous sur Internet. Automatisez. Ça aussi, c'est vraiment un point qu'on peut améliorer. C'est tout ce qu'on peut automatiser, chercher à l'automatiser. La digitalisation de processus, le JIDOKA, on en a déjà parlé.
c'est des points qu'il faut vraiment mettre en avant. Faites de l'automatisation aussi souvent que possible. Et puis il y a un dernier point. Travaillez sur le bonheur, le plaisir, parce que les bénéfices du bonheur sont également mesurables. En analysant 225 études académiques, il y a 3 chercheurs qui ont constaté que les employés heureux avaient une créativité 3 fois plus importante, une efficience ou une productivité accrue de plus de 30%, et quand c'était des équipes de vente, que les ventes étaient supérieures en moyenne de 37%. C'est des faits, c'est des chiffres. Un chiffre, ça ment pas. On peut lui faire dire ce qu'on veut dans certains cas. Mais quand on compare des situations identiques avec simplement une variante, c'est le bonheur. C'est ce qu'on fait dans le cadre d'une étude académique. C'est des choses sérieuses, hein. On ne fait pas ça n'importe comment. Eh bien, on peut évaluer le bonheur. Je vous ai laissé cette étude complète. Si vous voulez la regarder, vous avez le lien là qui apparaît juste en bas de l'écran.